incluant l'élection présidentielle. Et l'autre camp, le camp de la majorité présidentielle, refuse jusqu'au jour d'aujourd'hui qu'on ne peut pas s'ingérer dans l'indépendance de la CENI. La communauté internationale ne peut pas aujourd'hui, n'est-ce pas, donner des leçons parce que le pays est souverain. Est-ce que c'est de cette manière-là qu'il fallait que nous puissions nous comporter? Merci Pascal. Le débat est fondamentalement intellectuel. Donnez-moi un petit temps pour que nous puissions réfléchir par rapport à cette question. Je voudrais quand même noter dans un premier temps que le refus du calendrier électoral diffusé par la CENI sous le pilotage de l'abbé Maloubanou n'est pas simplement la vocation de la communauté internationale. Ça a été essentiellement rejeté par l'opposition politique de la RDC, par la société civile dans son ensemble, même s'il y a des petites personnes en train d'entendre je ne sais pas quoi, etc., qui visiblement marchent à contre-courant. Et donc, lorsque vous faites les statistiques en termes de personnes qui n'ont pas été d'accord avec ce calendrier électoral, et donc notre peuple, à plus de 80%, s'y retrouve. Il suffit simplement de voir les échantillons, tels que les différents messages, les différentes déclarations qui passent à la télé, on peut véritablement tirer une conclusion concluante. Et donc, si aujourd'hui la communauté internationale a emboîté le pas, c'est essentiellement parce que les Congolais se sont exprimés et ils ont vu que le nombre de personnes, les aspirations des Congolais exprimées au travers des regroupements politiques et sociaux montrent que véritablement les Congolais ne sont pas d'accord avec ces calendriers. Et c'est comme ça que la communauté internationale, au travers de voix des représentants, je ne sais pas de quel pays, etc., prennent position pour aller dans l'essence de nos concitoyens. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le gouvernement parle de plus en plus de gouvernance. Et je sais que parmi les gens qui sont au gouvernement, ils ont été dans beaucoup d'institutions qui véritablement prônent la gouvernance. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une littérature abondante qui parle et qui donne la formule d'une gouvernance. La première formule d'une gouvernance suppose qu'il y a plusieurs acteurs, plusieurs parties prenantes. Vous avez les partis politiques, vous avez les acteurs étatiques, vous avez les opérateurs économiques, vous avez la société civile, du moyen général, les églises. Vous avez les partenaires extérieurs, parce que le système congolais est influencé par ces différentes composantes. J'allais dire les compartiments. Parce que les partenaires extérieurs contribuent en proportion de plus de 30% de ce qui représente le budget de la République. Aujourd'hui, il n'y a pas de nations isolées. Même pour l'organisation des élections. Même pour l'organisation des élections. Et donc, les différentes parties prenantes qui sont en interaction dynamique dans la performance des institutions de la République, vous trouvez aussi les partenaires extérieurs. On les appelle des partenaires au développement. Ils sont, que ce soit au niveau de l'organisation des élections, que ce soit lorsque nous avons la guerre, que ce soit dans le budget des secteurs, il y a des contributions, il y a des grands projets qui sont opérationnels dans ce pays. Et donc, lorsque un pays veut émerger, c'est un pays qui est à l'écoute. C'est un gouvernement qui est à l'écoute de sa population, à l'écoute de ses partis politiques, à l'écoute de la société civile, à l'écoute aussi des partenaires extérieurs. Parce que c'est cette configuration qui fait que le pays soit performant. Et ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut comprendre que la performance institutionnelle n'est pas simplement le résultat d'un gouvernement qui contient une minorité. Vous savez, dans les temps, on a cru que bon, il faut confier des surdoués la responsabilité, et puis ils vont changer le pays parce qu'ils sont des grandes intelligences. Cette théorie, c'est une théorie archaïque, elle est moyenâgeuse, c'est une théorie qui a échoué. Et aujourd'hui, la théorie qui visiblement est en exergue, en vedette, c'est cette théorie qui permet d'écouter les uns les autres, toute la population, tous les partenaires, tous les partis politiques, à l'opposition comme à la majorité, de manière que les idées, les avis et considérations permettent aux autorités qui ont la gestion, qui ont la décision de prendre des décisions qui permettent au pays d'avancer. Mais les partenaires maintenant, excusez-moi. Est-ce qu'il ne faut pas que je termine? Je suis en train de donner cette formule-là parce que je suis en train d'écouter. Même le gouvernement prend position pour dire, écoutez, non, les partenaires ne peuvent pas s'ingérer. Non, non, non. Ce sont des éléments du système. Parce qu'ils ne sont pas tutelle de la communauté internationale. Il ne s'agit pas, mais écoutez, lorsque les Américains interviennent en Ukraine pour aller sauver la démocratie, lorsque des ONG internationales aujourd'hui interviennent dans n'importe quel pays
Nous sommes un village planétaire. C'est justement parce qu'il y a une Nous sommes un village planétaire et il faudrait... La souveraineté que nous prétendons souvent. Donc, nous pouvons poser n'importe quel acte parce que nous sommes souverains. On ne peut pas recevoir alors... La vraie souveraineté, c'est cette souveraineté qui consiste à prendre le patrimoine et les ressources de la République au service de la population. Voilà. Et l'histoire est très claire. Depuis les années 60, on a mis en place un système néocolonial. Ça existe. La plupart des personnes qui ont été élues l'ont été par la volonté de la communauté internationale. On connaît que nos États ont fonctionné comme des États patrimoniaux. Tous les gens qui ont été recrutés, ne sais pas quoi, etc., ont fonctionné au service des puissants d'argent. Aujourd'hui, il y a des évolutions qui sont en train pratiquement de caractériser les mondes. Même les Occidentaux sont conscients que ce qui a été fait avant, ce n'était pas bon. Et il y a des gens qui se battent à longueur de journée pour que véritablement les choses soient mieux faites. Et aujourd'hui, vous avez les États-Unis, vous avez la France, vous n'allez pas me dire qu'Hollande est en train de coopérer, ne sais pas quoi, etc., pour prendre l'argent. Non. Donc il y a des évolutions, il faut constater ces évolutions. Ça veut dire en fait que même s'il y a un problème en Chine, les Américains peuvent intervenir, pourquoi pas les Français, etc. S'il y a un problème, je ne sais pas, aux États-Unis, il y a des gens qui critiquent à travers les différents pays. C'est normal. Mais lorsque vous voulez avancer, vous écoutez. Et vous dites, mais là c'est bon, je peux prendre. Là, c'est pas ça la souveraineté. Cette souveraineté qui consiste à écouter au service de son peuple, c'est la vraie souveraineté. Mais lorsqu'il y a une souveraineté qui brandit la souveraineté, j'allais dire la pseudo-souveraineté, qui consiste à s'enrichir soi-même, au détriment du grand peuple, en construisant des îlots d'abondance, dans un océan de misère, c'est pas ça la souveraineté. Il faudrait quand même que je termine, s'il vous plaît, parce que j'ai entendu quelqu'un dire que bon, la CENI c'est un organe indépendant, et puis bon, elle a droit de prendre des décisions avec indépendance, sans qu'elle soit influencée ni par le gouvernement, ni par la société civile, mais encore par la communauté internationale. Attention, attention. L'indépendance de la CENI, ce n'est pas une indépendance qui, visiblement, ne tient pas en compte des aspirations, qu'il faut les élections. Pourquoi on est arrivé à faire les élections aujourd'hui? Pourquoi on est arrivé à choisir la CENI? Simplement parce qu'il y a un problème au niveau de la crédibilité du ministère de l'Intérieur, qui a les prérogatives